Yann Brossat. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français, maire adjoint de la ville de Paris, en charge notamment du logement. Petite question avant de commencer, est-ce que vous aimez le foot, Yann Brossat? Est-ce que vous avez regardé le match hier? Je ne suis pas un grand fan de foot, mais je suis un patriote et donc j'ai évidemment regardé le match hier. Et content de la victoire. Il y a des petites similitudes finalement entre le foot et la politique, des victoires, des défaites amères parfois, des buts même marqués contre son propre camp. Enfin, je rêve que les Français soient aussi nombreux à voter qu'à regarder le foot. Donc il y a des similitudes, mais on a encore un peu de retard à rattraper en politique en tout cas. Est-ce qu'on peut faire justement du sport et de la politique? Alors je pose la question parce que je fais écho à un autre match qui a été très commenté hier, Allemagne-Hongrie. Munich voulait illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel LGBT pour dénoncer une nouvelle loi homophobe votée en Hongrie. Et l'UEFA a refusé au titre qu'on ne mélange pas la politique au sport. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout dépend de ce qu'on entend par la politique. Si la politique, c'est la politique partidaire, évidemment que le football doit rester loin de tout ça. En revanche, là, en l'occurrence, il s'agissait de la politique avec un grand P, la politique qui véhicule des valeurs. Et oui, bien sûr que le football, que par le sport en général d'ailleurs, on véhicule un certain nombre de valeurs. Et moi, je salue l'initiative de la ville de Munich qui, précisément, voulait mettre en exergue le caractère très homophobe de la loi qui a été adoptée le 15 juin dernier en Hongrie. Donc, ce que je regrette d'ailleurs, c'est que l'UEFA soit rentrée dans une espèce de concours de lâcheté. Bien sûr que par le foot, on peut transmettre des valeurs. Si ce sont des valeurs d'ouverture, c'est quand même mieux que si c'est l'inverse. Et c'est contre-productif puisque on en parle encore plus. Exactement. En tout cas, moi, je salue l'initiative de la ville de Munich qui, comme beaucoup d'autres grandes métropoles d'ailleurs, se battent sur ces sujets. L'Euro lance le retour finalement des grands événements et donc aussi peut-être des touristes. Je rappelle que vous êtes chargé du logement à Paris et aussi du tourisme dans le 18e. Paris, première ville visitée au monde. Est-ce que c'est toujours le cas après le Covid ? Oui, c'est toujours le cas, même si, il faut quand même le dire, nous avons subi très durement sur le plan du tourisme ces derniers mois, depuis un an, depuis en réalité le premier confinement. Or, le tourisme, c'est vrai, c'est une des grandes sources de développement à Paris. C'est 10% de notre produit intérieur brut, c'est 13% de l'emploi parisien. Donc, quand le tourisme va mal, c'est l'ensemble de la ville qui en souffre. C'est vrai, nous, on a hâte que les tourismes reviennent et que Paris, que les Parisiens fassent preuve de leur hospitalité légendaire. 30 millions, je crois, de visiteurs en moins sur un an. Qu'est-ce qui est prévu pour que Paris, justement, attire davantage à nouveau D'abord, il y a un plan de développement des surfaces touristiques à Paris qui est prévu avec des structures qui seront plus destinées aux familles. Je pense notamment aux auberges de jeunesse parce que le constat qu'on a fait ces dernières années, c'est que notre offre touristique n'était pas toujours adaptée aux petits revenus. Et donc nous, ce qu'on souhaite évidemment, c'est que ces familles reviennent. Après, il y a encore des cas qui ne sont pas réglés, notamment les Américains qui ne reviennent pas puisqu'ils doivent avoir un motif impérieux pour pouvoir entrer sur le territoire français et sortir du leur. Donc on a encore des difficultés, c'est vrai. Et est-ce que la question, par ailleurs, de l'épidémie, on voit que ça flambe à nouveau dans les Landes, par exemple, peut ralentir aussi, finalement, des prises de décision qu'on voudrait plus simples? Oui, bien sûr. Après, ce qu'on voit quand même, c'est que dans un certain nombre de territoires, le tourisme reprend et qu'à Paris, il reprend plus lentement. Notre souhait, évidemment, c'est qu'il reprenne aussi dans des conditions un peu différentes de ce qu'on avait avant. Je pense notamment à la question d'Airbnb. Je ne souhaite pas qu'on ait à nouveau plein de logements qui soient mis sur Airbnb au détriment du logement des Parisiens. Donc ce moment, qui est un moment de réinvention du tourisme à Paris, doit aussi être l'occasion de changer les bases sur lesquelles le tourisme se construit dans notre ville. Il y a vous avez constaté une baisse, je crois, ou en tout cas une stabilisation des prix justement, des locations, des logements. C'est directement dû à Airbnb notamment. Ce qui se passe depuis un an est assez spectaculaire puisqu'on a eu un retour très massif de logements qui étaient loués sur Airbnb et qui sont revenus vers l'habitation traditionnelle. On a sur les meublés, donc les logements loués meublés, qui étaient des logements Airbnb, une augmentation de 365% de l'offre de logements meublés d'après le site Se Loger. C'est-à-dire qu'il y aurait une augmentation de 365%
en un an, de logements disponibles à la location. De logements meublés disponibles à la location, ce qui est hyper positif parce que ça facilite quand même les conditions de logement de beaucoup de Parisiens. Et ça commence à se traduire par une baisse des prix puisque depuis un an sur le locatif, on a une baisse des loyers de 4,5%. Donc vous avez quand même un rapport entre l'offre et la demande qui s'est un peu détendu, un peu moins de demande et un peu plus d'offres. Et donc, ça se traduit par des loyers moins chers. Et comment est-ce qu'on fait pour que ça dure, ça? Puisqu'on veut faire revenir les touristes. Alors, est-ce qu'on ne va pas à nouveau voir pulluler plein de logements pour les touristes? C'est tout le sujet. Les touristes, il faut qu'ils aillent dans des hôtels, il faut qu'ils aillent dans des auberges de jeunesse, bref, dans des structures qui sont dédiées pour accueillir des touristes. Et il faut dans le même temps que le logement, lui, reste du logement et ne devienne pas de l'hôtellerie clandestine. C'est aussi un moyen, d'ailleurs, de défendre les hôteliers qui souffrent beaucoup en ce moment et qui étaient confrontés à une forme de concurrence déloyale. Alors, comment on fait, justement, pour éviter le retour à, finalement, aux bonnes vieilles habitudes ou aux bons vieux travers, une fois que la vie normale reprendra, quoi? En mettant en place des règles, des outils de régulation, ce que nous faisons, des contrôles. Nous avons 30 agents qui effectuent des contrôles. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'amendes qui ont été prononcées ces derniers mois, encore au mois de mai dernier. 20 000 euros par logement loué illégalement. Et donc ça, ce sont des amendes qui commencent à tomber. Donc les propriétaires qui retombent dans les travers d'avant le Covid seront rattrapés par la patrouille. Oui, on précise, vous faites écho aux propriétaires qui n'ont pas du tout d'activité d'hôtelier, mais qui louent en permanence. C'est ça. Parce qu'il y a un nombre de jours maximum. Exactement. Vous avez le droit de louer votre résidence principale jusqu'à 4 mois par an. En revanche, vous n'avez pas le droit de louer votre logement toute l'année à des touristes, sauf autorisation exceptionnelle. Un mot quand même sur le choc des élections régionales, l'abstention. 2 Français sur 3 qui ne votent pas. Comment est-ce qu'on fait pour y remédier ? D'abord, c'est effectivement une claque pour tous ceux qui, comme moi, s'engagent en politique. Moi, je crois que ça suppose une grande remise en question. Vous savez, moi, mon sentiment, mais depuis plusieurs années maintenant, c'est que la vie politique et la vie tout court évoluent quasiment indépendamment l'une de l'autre et qu'on a des débats politiques qui tournent bien souvent autour de sujets qui sont très très loin des préoccupations des gens. Il y a aussi une responsabilité des médias d'ailleurs. On est ici sur une chaîne qui fait bien son travail, mais enfin, le nombre de chaînes infos sur lesquelles je me retrouve invité et où on ne parle jamais de la question sociale, où on ne parle jamais des salaires, jamais du travail, jamais du pouvoir d'achat et où on peut passer des heures à parler du burkini, je crois que ça pose quand même question. Et à un moment donné, on a besoin de reconnecter la politique aux problèmes des gens, aux vrais sujets qui les taraudent. Trop de déconnexion finalement. Oui. Il y a trop de déconnexion, il y a trop de polémiques inutiles et il y a besoin, je crois, de se recentrer sur la vie quotidienne. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je fais du porte-à-porte tous les soirs en ce moment pour les élections départementales dans le Val-de-Marne. Moi, mon souhait, c'est qu'on réponde aux aspirations des gens et à ce que nous disent les gens quand ils nous ouvrent la porte. Qu'on parle de leurs problèmes, qu'on parle de leur vie, plutôt que de s'enferrer dans des polémiques parfois un peu débiles. Alors, il y a des couacs aussi, montrés du doigt, notamment à Drexo, l'entreprise privée qui était censée distribuer les professions de foi dans les boîtes aux lettres et qui ne l'a pas fait comme prévu. Vous tweetez « Rendez-nous les PTT et tout ira mieux », c'est la solution. Ah oui, puisque le gouvernement a dit qu'il allait recourir... Poste, télégraphe et téléphonie, télédiffusion. Le gouvernement a dit qu'il allait du coup recourir à la poste. C'est quand même extraordinaire d'avoir un gouvernement qui a recours à une boîte privée à l'issue d'un appel d'offres, qui nous dit c'était obligatoire à l'issue de l'appel d'offres d'avoir recours à Drexo, qui s'aperçoit que ça ne marche pas du tout, puisqu'il y a des tas de plis qui ne sont pas arrivés, et qui au final fait appel à la poste. C'est-à-dire que quand même, on s'aperçoit que tout ce qu'on nous a vendu, les vertus de la privatisation, les vertus du recours au privé, tout cela ne marche pas. On l'a d'ailleurs vu récemment avec la panne des numéros d'urgence, avec les dysfonctionnements à Orange. Orange qui a quand même versé 25 milliards d'euros à ses actionnaires ces 10 dernières années. Si cet argent-là avait servi à entretenir le réseau, on n'en serait peut-être pas là. Donc je crois que quand même, tout ça suppose une petite remise en question des dogmes libéraux qu'on nous a beaucoup vantés depuis une dizaine d'années. Très rapidement, en un mot quand même, cette alliance à gauche en Ile-de-France par exemple, est-ce que ça préfigure une alliance possible en 2022 ? En tout cas, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. On verra bien les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot, et pas uniquement du boulot d'alliance, du boulot sur le fond et de la reconnexion avec le réel et avec la vie quotidienne. C'est comme ça que la gauche retrouvera des couleurs. Merci Yann Brossat. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Et on continue d'ailleurs le débat sur les élections régionales avec Caroline Roux. Bonne émission à vous.